Bonjour à toi Kevina. Prête à regarder les abysses dans les yeux? Aujourd'hui, on va parler de deux dangers majeurs que finissent par nécessairement rencontrer tous ceux qui ont soif de savoir. Des monstres si terribles que nul ne peut en ressortir indemne dès lors qu'il les croise. Pour le dire autrement, ces deux monstres conceptuels-là sont à la raison, ce que la mort est à la vie. Un trouble immense pour qui ose les regarder en face, mais une réalité indéniable. Autant en être prévenu si le vent de vos envies vous amène doucement vers eux à mesure que vous développez des idées, non? Mais avant quoi que ce soit, et comme toujours sur cette chaîne, on commence par le meilleur conseil de tout YouTube. Si tu as n'importe quoi de mieux à faire, là, maintenant, que de regarder, d'écouter une vidéo, tu fous le camp. Et tu fais ce que tu sais de vraiment important. Tu sais ce que tu repousses sans cesse, là. Allez, go, fais-le maintenant. Toujours là? Ou de retour? Eh ben, allons-y. Donc, si on prend de gros pinceaux, il y a deux approches qu'empruntent celles et ceux qui s'aiguisent intellectuellement sur le plan du logos, de la raison. Une approche scientifique et une approche philosophique. Chacune d'elles renferme une monstruosité spécifique. Et face à elles, vous êtes seul. Presque rien ne saurait vous préparer à les affronter. D'ailleurs, c'est pas le but de cette vidéo. Elle sera juste là pour vous dire où elles se trouvent. Mais soyez-en sûrs, si vous cherchez à les éviter toutes les deux en tentant de prendre un chemin intermédiaire, vous finirez par les avoir en face toutes les deux. Le détroit que gardent ces Caraïbes des Silala est pareil à celui de la légende. Incontournable pour quiconque emprunte le périple de l'esprit. Vous les avez déjà parfois croisés, au moins de loin, comme le mal d'une lame de fond qui semble tirer les ficelles de certaines des sensations parmi les plus désagréables au monde. Celles que vous éprouvez quand vous avez l'impression que votre quotidien vous ensevelit. Celles que vous ressentez quand vous vous dites « à quoi bon ?» Ce que vous inspire la perte d'un être cher. Et tous ces mots sont des avatars concrets de ces entités-là. Scylla incarnera ici le principe le plus universel des sciences, et Caribe sera une réalité tapie sur le fond de la philosophie. Mais rassurez-vous, Tonton Dualité est là pour vous préparer à cette nécessaire rencontre future qui constitue une part majeure de la vie. Ah, et c'est pile poil là que je me rends compte qu'associer Tonton et je te prépare à la vie peut inspirer autre chose que les images nobles que j'avais pourtant voulu transmettre ici. On dit souvent « bienheureux les simples d'esprit », mais je crois que c'est faux. Pour celui ou celle qui a expérimenté les plaisirs de cet esprit, et la nécessaire frustration qu'on éprouve devant l'immensité qu'il recèle, il y en a très peu qui feraient marche arrière finalement. Dans notre société actuelle, où l'homme est quelque part un dieu pour l'homme, une sorte de providence de confort technologique notamment, ne rien comprendre revient à être pareil à un animal domestique. Une sorte de chien, de chat ou de cochon. Tout lui est fourni. Il a l'air bien heureux vu d'avion, mais peu d'entre nous, postés que nous le sommes depuis un point de vue plus éclairé que le sien, ne souhaiteraient sincèrement échanger sa place avec lui. Nous préférons être heureux que contents. Nous préférons avancer en goûtant les accomplissements qui jugent le chemin vers la mission que nous nous sommes fixés, plutôt que de voir seulement nos seuls désirs immédiats satisfaits. Aujourd'hui, souvent sans même bien savoir comment d'ailleurs. L'homme est un animal qui vit autant au futur qu'il ne vit au présent. Voyons donc ensemble la première de ces monstruosités, celle associée aux sciences, et non moins là pour ce qu'elle est, Scylla, ou le second principe de la thermodynamique. Alors qu'au XVIIIe siècle, la notion de chaleur commence à véritablement intégrer le champ des sciences, une toute nouvelle discipline émerge des apports conjoints de la physique et de la statistique. La thermodynamique voit le jour. Elle peut passer par deux approches. L'une, macroscopique, d'un point de vue général, étudie les phénomènes et va les relier au concept de chaleur et de travail notamment. L'autre attaque les choses par une approche microscopique, moléculaire, et va coupler cela à une approche statistique pour expliquer la marche du monde, tout du moins de certains de ces éléments. On doit concrètement à cette discipline l'avènement des machines à vapeur au milieu du XIXe siècle, et tous l'essor technologique associé. Une partie de la force physique des hommes et des animaux peut alors, et ce n'était pas le cas avant, être remplacée efficacement par l'usage des machines. Dit comme ça a l'air de rien, alors on va donner du sens à tout ça, on va chiffrer un peu. Il faudrait aujourd'hui entre 400 et 500 esclaves pour chaque Français, compte tenu de notre consommation moyenne. Autre exemple, il faudrait entre 500 millions et 1,8 milliard de personnes pour fournir ne serait-ce que la production agricole des 65 millions de Français, si nous n'avions aucune machine, aucune énergie issue des hydrocarbures. Petite avancée liée à la thermodynamique donc. On peut y associer la première explication satisfaisante de l'irréversibilité de certains phénomènes également, et avec elle rien de plus que l'explication de la flèche du temps. Même la célèbre équation de Stephen Hawking sur l'évaporation des trous noirs, une énorme avancée en physique moderne, se base initialement sur la remarque d'une équivalence entre l'entropie, ici d'un trou noir, un concept issu de la thermodynamique, et la température. Bon, vous l'aurez compris, la thermodynamique est une discipline qui a largement fait ses preuves.
Pourtant, elle comporte en son sein un objet anodin pour qui le manipule sans le comprendre. Je viens d'en donner le nom un petit peu plus tôt, c'est l'entropie. Pour le dire simplement, et mal, malheureusement, l'entropie mesure d'une certaine manière le degré de chaos, de désordre. Pour le dire mieux, mais ce sera compréhensible davantage que pour des initiés finalement, l'entropie est plus grande pour les états macroscopiques, qui s'expliquent par de nombreux états microscopiques différents possibles. Par exemple, si vous asseyez des élèves dans une classe par ordre alphabétique, eh bien cet état unique n'a qu'une possibilité d'advenir donc. Un seul agencement possible. Alors que si vous les laissez se positionner indifféremment, alors pour cette espèce de marasme d'élèves assis, il y aura de très nombreuses possibilités, bien plus donc que pour le premier cas. On dira que l'entropie du second système classe est plus grande que pour le premier. Pour cette vidéo-ci, ne vous embêtez pas avec les détails. Même si ce n'est qu'une approximation peu rigoureuse, retenez au moins que quelque chose d'ordonné a une entropie plus faible que quelque chose de désordonné. Eh bien, à force d'études diverses, les scientifiques ont mis à jour un principe remarquablement jamais mis à défaut depuis. Le second principe de la thermodynamique, que nous, ici, on appelle Sylla. Ce principe dit que l'entropie d'un système isolé ne peut que croître. Traduction, le désordre global de l'univers ne peut que s'accroître, qu'augmenter avec le temps. C'est là la prescription pour faire d'un réalisme un pessimisme. Vous ne trouvez pas ? C'est que vous ne l'avez certainement pas encore parfaitement compris. À ce stade, vous êtes déjà suffisamment averti et vous saurez quand vous approcherez de Sylla et de sa haute montagne polie. Mais pour ceux qui veulent regarder la bête dans les yeux, retenez que pour Sylla, comme pour Charybde, auxquels nous viendrons juste après, ils sont pareils à Méduse, fixer sa tête et ses serpents pour de vrai, ne serait-ce qu'un instant, peut vous condamner à la paralysie pour toujours, ici la paralysie intellectuelle. Je mets donc un timecode pour vous éviter d'en entendre plus sur ce principe-là, et sinon, on est reparti. Vous dites sûrement que ce truc concerne l'univers tout entier, donc des dimensions de temps et d'espace qui ne vous concernent pas. Ou encore que vous observez sur Terre et dans le ciel des objets tellement ordonnés, ou même peut-être que la vie elle-même est comme un échec à l'entropie, en tout cas pour les plus avisés d'entre vous qui commenceraient à réfléchir à la question. Mais c'est là rester en retrait de ce qu'est réellement Sylla. L'entropie globale doit s'accroître, c'est un fait. Et vous saurez à quel point il est solide si vous suivez vraiment le chemin des sciences. Cela ne signifie pas que nulle part dans l'univers, rien ne s'organise. Cela signifie que quand il le fait quelque part, il devient encore davantage un chaos ailleurs. Quand vous maintenez votre corps ordonné, par exemple, c'est en le traversant d'un flux d'eau, de nourriture, de dioxygène, bref, en détruisant ce qui avait été ordonné par d'autres autour de vous. Et si vous arrêtez, c'est la mort. Les animaux n'ont acquis cette liberté associée à leur métabolisme qu'au prix de la consommation des végétaux notamment. Vous-même, vous consommez 500 grammes environ de nourriture par repas, soit la dégradation de 365,25 kg d'autres êtres vivants par an. Prenez une seconde et demandez-vous, en faisant simplement la division de ce nombre, 365,25 kg, par votre propre masse, combien d'autres, vous, avez-vous détruit en une seule année pour survivre ? Faites pause et prenez juste une seconde pour mesurer ça vraiment, pour le comprendre avec vos tripes. Et ce n'est là que pour votre corps biologique. Votre civilisation, elle, consomme bien plus encore. L'homme n'a-t-il pas subi une avancée majeure dès lors qu'il a domestiqué le feu ? Et le feu, c'est bien brûler quelque chose, le détruire, ajouter du chaos. D'une manière générale, il faut entendre ceci. L'une des conséquences de la thermodynamique, de son second principe, de Sylla, c'est que pour toute organisation supérieure à celle que vous possédez déjà, il est nécessaire de détruire davantage. Vous pourrez vous divertir autant que vous le souhaiterez. Ni votre mort à venir, ni cette réalité-là ne saurait être changée. C'est ça, Sylla. Les entités ordonnées n'existent et ne se maintiennent que parce qu'elles sont des machines à détruire plus efficaces que ce que le chaos saurait produire seul. Le prix de l'ordre et de la beauté pour l'homme à un endroit donné est nécessairement celui de la destruction et de la laideur ailleurs. Une fois que vous l'aurez vu, que vous aurez vu Sylla comme moi, vous ne pourrez plus jamais faire comme si cette rencontre n'avait jamais eu lieu. Engageant, n'est-ce pas, le promontoire de la voie des sciences. Eh bien, soyez rassurés, car il n'est pas pire, il est simplement tout aussi important et marquant. Je comprendrai qu'à ce stade, vous ne souhaitiez pas en entendre plus et quittiez la vidéo tout simplement. Pour les plus courageux, on continue. Si avec Sylla, on a compris que regarder vers le ciel ne peut que nous montrer des nuages noirs autour du promontoire auquel on aspire à se hisser, Charybde, quant à lui, va nous faire rencontrer les eaux noires. Si Sylla est le monstre des sciences, Charybde est pour moi celui de la philosophie. Albert Camus disait « Il n'y a qu'une seule vraie question philosophique et c'est celle du suicide ». Oui, je sais, superbe ambiance dans le vidéo du jour. Eh bien, si cette réflexion d'un monsieur aussi grand que lui vous laisse narquois, c'est que vous n'en percevez pas les contours. La question qui se pose, c'est celle du sens. Celle qui vous traverse intuitivement tous les jours, vous dites à quoi bon.
Les eaux noires de Charybde sont celles où se reflète l'absurde. Si vous êtes certain que les choses ont du sens, grand bien vous fasse, n'allez pas les observer de plus près. Mais si vous le faites, si vous allez au-devant d'une démarche philosophique personnelle, rationnelle, il y a fort à parier que vos certitudes vont s'ébranler. Quand vous en serez là, c'est là que vous rencontrerez Charybde. Comme tout à l'heure, si vous en savez assez pour le voir venir, et que vous n'aspirez pas à plus, on se dit à une prochaine fois. Abonnez-vous pour ne rien rater, et un petit pouce en l'air pour me motiver si vous en avez envie. Si vous en voulez encore, par contre, on continue. Quand on tente de répondre à la question du sens en philosophie, et dès lors qu'on ajoute l'hypothèse de la rationalité, on tombe alors sur le problème des axiomes, comme j'en ai eu parlé dans une vidéo précédente. Et on voit qu'ultimement, il est impossible de structurer une pensée purement objective, purement rationnelle. Il y a nécessairement des ingrédients fondamentaux, par exemple, qu'on ne démontre pas, qui n'ont rien d'objectif. Cela, associé au constat de la part du chaos du monde, nous conduit, quand on y pense assez, à une conclusion sans appel. Le sens est une construction humaine. C'est ça, Charybde. Et autant il peut n'être déjà pas si simple de combattre le relativisme des opinions quand elles concernent le champ des connaissances, autant sur ce terrain-là, c'est quasiment mission impossible. Si vous tâchez de le faire avec raison, il vous sera impossible de démontrer que ce que vous faites a vraiment du sens. Si vous ne vous êtes pas confronté à cette définition du sens, vraiment par vous-même, vous devez trouver cette affirmation absurde. C'est la preuve que vous n'avez pas encore croisé Charybde. C'est quand c'est fait que la phrase de Camus prend un sens nouveau. Quelle est ta raison de vivre ? Et par raison de vivre, il n'entendait pas que du point de vue du monde des idées. Pour lui, les idéologues étaient même dangereux du simple fait qu'ils puissent prononcer des phrases telles que « la fin justifie les moyens ». Il avait besoin que cette raison, cette mission, soit incarnée dans la vie. Quelque part, Camus ne voulait pas changer le monde, Camus voulait changer la vie. C'était la réponse qu'il avait donnée à Charybde, la révolte. Si vous observez le monde, et le décrivez froidement, vous n'y verrez aucune morale transcendante, aucun sentiment qui ne soit pas le fruit d'un déterminisme. Vous pourrez le décrire tout entier dans un gros livre, sans que ces choses-là n'apparaissent nulle part. Elles ne préexistent pas à celui qui regarde le monde. Le descriptif ne devient récit, les faits ne s'ordonnent ainsi que quand un être humain les ordonne. Le sens qu'a le monde ne vous préexiste pas. Si vous entrez dans une cuisine et que vous trouvez un verre brisé sur le sol, c'est une description. Quand vous dites qu'une dispute y a eu lieu et que l'homme aura alors brisé un verre avant que les deux conjoints ne quittent la pièce séparément, une colère malvenue, vous produisez un récit. L'homme aime les histoires parce qu'il a besoin de sens. Mais il n'y a que lui qui peut l'injecter dans le monde. Ne vous y trompez pas, la justice, la morale, le sens sont humains. Ils viennent de nous. Ils n'existent qu'à travers nous, ils dépendent de nous. On peut bien sûr vivre toute une vie avec le sens qui injecte les autres. Quel est mon ennemi? Quelles sont mes valeurs? Mais dès lors que vous aurez touché à l'absurde réel du monde, à son dépouillement de sens, dès lors que vous aurez vu Charybde dans les yeux, vous n'aurez d'abord plus le moral un temps, ça c'est certain, mais il faudra alors vous poser la seule question qui compte. Comment voulez-vous, vous, changer la vie? Quelle va être votre mission? Parce que ce sont les accomplissements que vous ferez en ce sens qui vous rendront heureux. Il est donc temps d'aborder ce qui est probablement la question la plus importante d'une vie, pour peu qu'on se pose vraiment des questions bien sûr. Si vous deviez stopper une vidéo pour penser, vraiment, pour fixer quelque temps un mur, sans distraction par exemple, on réfléchit jamais mieux qu'ainsi je crois, ce serait ici et maintenant. Quelle est votre mission? Comment chercherez-vous à changer la vie? Sartre disait que l'existence précède l'essence et je crois que c'est pour ça, notre identité ne sera définie que lorsque nous serons au crépuscule de notre vie par le récit émergent que raconteront la suite des actes que nous aurons effectués pour ceux qui se pencheront dessus. Bon, bien sûr, il ne faut pas passer son temps avec ces monstruosités pour ne pas finir en statue de sel, mais une fois qu'elles font vraiment partie du paysage intellectuel, de notre paysage intellectuel, les accepter, les faire nôtres, est une avancée remarquable. Une sensation de bien-être et, je crois, un chemin vers la sagesse des plus évidents. Finalement, on termine plutôt positivement, non? Attention cependant, si vous pensez un jour les avoir vaincus, tels des anges pleureurs, Charybde et Scylla vous dévoreront. Contre eux, comme la vie elle-même, la bataille qu'ils imposent ne peut être qu'éternelle. Seul Sisyphe peut donc les tenir en échec. Contre elle, soyez Sisyphe. Je suis sûr qu'une part de vous au moins a aimé ce qu'elle a entendu. Si c'est le cas, abonnez-vous, un pouce en l'air. Bien sûr, cette vidéo n'est pas parfaite. Ciblez les limites et développez les idées en commentaire. Ça profitera à tous, et à moi. Et vous, dites-moi, quelle est la réflexion qui vous a mis le plus mal à l'aise au cours de vos pérégrinations mentales et intellectuelles? Ou dites-moi plutôt, quelle est votre mission, quelle est celle que vous vous êtes fixée? J'espère que vous aurez aimé et donc partagez. Et en attendant la prochaine, je vous dis à très bientôt sur Dualité. L'entropie et l'absurde.
quand même le cancer trouve ça logique. Ces concepts font partie du monde, mais ce sont bien deux saloperies. Et non, cette réflexion n'est pas rationnelle.